mesdames et messieurs, à suivre l'émission Les quotidiens de l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un grand entrepreneur congolais. Il s'agit justement de Monsieur Antien Koulou Kalumba. Monsieur Antien Koulou Kalumba est un entrepreneur de renom très expérimenté en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler de l'entrepreneuriat congolais, mais également nous allons aborder les sujets en rapport avec les activités d'une société congolaise dénommée NIPRA. Monsieur Antien Koulou, nous vous remercions pour votre présence dans ce numéro Les quotidiens de l'entrepreneur. Merci d'être là et bienvenue. Merci, le plaisir est partagé. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, nous parlons de l'entrepreneuriat congolais, nous parlons également des activités de la société NIPRA. Je l'ai mal dit au départ, je n'en connais pas assez, mais avant d'entrer dans le vif de notre thème, nous allons d'abord vouloir savoir qui est Monsieur Antien Koulou, au-delà d'être entrepreneur congolais. Je suis un père d'une très grande famille, je suis un croyant, j'aime être. J'aime vivre, parce que vous m'aviez demandé de parler de moi en dehors de mes activités en tant qu'entrepreneuriat, parce qu'actuellement, en fait, mon identité est liée à mes activités. Et lorsque vous m'aviez ramené en dehors de ces métiers, je devais chercher un peu. Donc, je suis un père de famille, et je suis un croyant, et puis je suis un homme marié. Merci. Vous avez assez d'expérience, ce sera difficile de parler de vous de manière large, sinon nous allons passer toute une éternité ici. Eh bien, chers auditeurs, comme je l'ai dit, nous parlons de l'entrepreneuriat congolais, mais également des activités de la société NIPRA, dont M. Antien Koulou est CEO, ou carrément PDG et directeur général. Alors, vous le savez tous, que l'entrepreneuriat occupe une place très importante en République démocratique du Congo et est considéré comme un des leviers prioritaires pour pouvoir développer l'économie du pays. Est-ce la source de motivation de M. Antien Koulou pour se retrouver aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et faire de manière assez aisée ce travail? En fait, d'essence, je suis licencié en droit, je suis universitaire. Et naturellement, j'étais censé être soit magistrat ou bien un avocat. C'est en fait ce qui m'a plus amené dans ce domaine libéral, c'était au départ la difficulté de trouver l'emploi. Nous avions terminé l'université en 2003-2004. Et en fait, à l'époque, on n'organisait pas de concours, que ce soit à la magistrature ou au barreau. On était obligé de nous livrer à la recherche d'emploi. À Kinshasa, je suis allé au centre-ville presque partout chercher du travail, déposant des demandes d'emploi par-ci, par-là. Je n'avais pas trouvé. En tant que juriste? En tant que juriste. Même pas en tant que juriste, parce qu'à l'époque, mon domaine de prédilection, comme je fais le droit, on n'organisait pas de concours à l'époque. Donc, tous ceux qui étaient à l'époque, ils devaient chercher le travail ailleurs, dans d'autres services de l'État ou dans les libérales. Et moi, je n'ai pas eu l'occasion à Kinshasa de trouver une possibilité pareille de l'emploi. Je suis resté chômeur. Et de là, en fait, j'ai une source d'inspiration. Je m'étais posé la question parce que moi, je suis un orphelin et c'est notre maman qui nous a fait grandir. J'ai vu en elle comment elle a développé les capacités. Dès qu'elle n'a pas trop poussé les études loin, parce qu'à l'époque, les femmes, en fait, lorsque tu sais lire et écrire, on devait déjà te livrer au mariage. Et là, elle est née à cette époque-là, elle s'est mariée et nous avons perdu notre papa très tôt. J'avais l'âge de 10 ans, on était au nombre de 10 et notre maman a milité, nous tous, nous étions des universitaires. C'est par ces activités libérales, une fille commerçante, ça et là, en train de chercher comment nous faire survivre et nourrir justement. Et elle a été à l'auteur et dont je suis le fruit. Je ne suis pas le seul, j'ai de frères et sœurs. Presque tout le monde a terminé les études par les efforts de notre maman. Lorsque j'ai déposé des demandes d'emploi, à un moment donné, notre maman avait une activité. Elle était tenancière à Kinshasa, elle avait une terrasse qui payait bien passer à travers ça, en fait, elle a réussi à nous nourrir et à nous scolariser. Donc, c'était une activité qui a réussi. Et un jour, j'étais juste là à la terrasse, parce que c'est nous, en fait, qui étaient automatiquement comme des travailleurs là-bas. En fait, j'ai regardé ma mère, je me suis dit, elle n'a jamais déposé la demande d'emploi. Elle n'a jamais cherché du travail, elle n'a jamais mendié. Mais elle nous a réalisé. Et moi aussi, dans ma vie, mon rêve, ce n'est pas avoir un travail,
c'est de réaliser des choses utiles pour soi et pour la société. Elle a réalisé des choses qui ont été utiles pour elle et pour la société. Elle nous a produit. Elle n'a pas déposé la demande d'emploi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a osé. Elle connaissait son besoin, elle a posé des actes. C'est comme ça, à ce point, j'ai aussi commencé la même activité que ma mère dans les domaines des brassicoles. À l'époque, je vendais un casier de bière. Bon, j'avais un espace où je pouvais facilement aussi commencer à vendre de bière, de ceci, de cela. Mais une année après, malheureusement, ça a évolué déjà. Ça m'occupait. J'ai développé mes réflexes d'un universitaire. J'essaie de donner une certaine qualité, un certain niveau dans mon activité. Il s'est avéré qu'à cet âge-là, il y avait la politique avec l'ex-gouverneur André Kimbuta dans une SEMA de la ville. Et l'espace où on occupait était aussi concerné. Donc, nous étions des victimes par rapport à ça. Il est venu avec ses histoires, il a tout rasé, que ce soit pour ma mère. Je n'étais pas là je n'étais pas loin de là où ma mère aussi menait ses activités. Et c'était comme, on a coupé mon rêve. Et c'est de là, j'ai cru que je pouvais faire quelque chose. Bien qu'ayant terminé les études, avant cette activité, c'est ma mère qui me nourrissait, qui m'habillait, qui m'achetait les savons, qui faisait tout pour moi. Alors, dans ces conditions, j'étais incapable de penser grand, de rêver autrement ma vie. J'étais limité. Mais cette activité m'a permis d'être indépendant à des besoins primaires. Par exemple, des fois, je pouvais moi-même j'amène le pain le matin pour le déjeuner. Je pouvais moi-même m'acheter les habits. Je pouvais m'acheter les savons. Ça m'a rendu un peu indépendant par rapport aux besoins. Et ça m'a permis de rêver. Je pouvais un jour acheter une maison, comme ma mère aussi a acheté une maison. Je pouvais acheter un véhicule. Je pouvais aussi me marier. Je pouvais avoir des enfants. Avec mes efforts personnels, je pouvais avoir mes enfants pour que je pouvais scolariser comme ma mère l'a fait. Ça m'a permis. Donc, la source d'inspiration, c'était pratiquement ce qu'a été ma mère pour ma vie. Votre expérience. C'est pratiquement, j'ai tiré de ce qu'a été ma mère. Heureusement, pour moi, ça n'était pas loin. Oui. C'était pratiquement ma mère avec qui j'ai presque mené toute ma vie. Et puis, lorsqu'on a coupé ça, c'était un rêve qui a été coupé. Voilà. Je suis rentré encore trop bas. Et je me disais, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai repris la vie d'aller encore déposer les demandes d'emploi. Et puis, je me sentais très mal à l'aise dans cette attitude dans ma peau. Et puis, à un moment donné, je pensais, au fait, je devais aller à Lubumbashi, me lancer partant de rien. Je ne savais pas avec précision qu'est-ce que je devais être ou faire à Lubumbashi. Je me suis lancé dans l'aventure. Arrivé à Lubumbashi, je fais une affaire de 4 mois. J'ai resté chez ma grande sœur d'ailleurs. Et ma grande sœur avait un ami que je salue d'ailleurs parce que c'est pour moi quelqu'un qui m'a donné le goût dans le travail que je fais. Mais c'est Jean-Pierre Mbaya que je salue de loin. C'est mon parrain vraiment dans ce que je fais aujourd'hui. Ce qui m'a permis de me stabiliser dans la vie. Je le salue de loin. Il m'a contacté à monsieur Jean-Pierre Mbaya et que ce dernier a accepté de me prendre dans une agence en douane. C'est de là que tout est parti. Et j'avais toujours cette ferme conviction que c'est en menant sa propre activité qu'on peut devenir indépendant. Ce n'est pas en entendant un salaire, peu importe le volume, peu importe le montant. Et si ça vient d'une autre personne, votre rêve, quelque part, est limité. Alors, si ça vient de vous-même, ça peut être payé. Mais dis-moi, votre rêve a un pouvoir de se réaliser. C'est de là, je suis commencé par là une année, 2 ans, et puis je me suis décidé je me rappelle encore mon premier salaire, c'était $100. Mais pour moi, c'était beaucoup parce que ça m'a permis de mettre mes ambitions comme un travail en pratique. Et je commençais à développer. Je ne regardais pas beaucoup plus le salaire. D'ailleurs, je regardais beaucoup plus développer pour moi la capacité de faire quelque chose qui peut faire de moi utile dans la société. Et c'était ça le premier pas. Et j'y suis arrivé. Et puis, à un moment donné, j'étais obligé de changer non pas de domaine d'agence, aller dans une autre agence. J'ai travaillé dans une agence d'un blanc qui s'appelait Jean-Paul, que je salue aussi, j'aimerais le citer aussi lorsque je parle de mon parcours, parce qu'il a été beaucoup pour moi et que je tiens aussi à les remercier. Ça, c'est mon histoire, donc c'est ma mémoire que je tiens à respecter. Et de là, au départ, on n'avait pas de clients. Mais il s'avère que c'était pratiquement la même époque où les activités à l'Est
ont été suspendus. Suite aux minerais de sang, tout ce qui est tout autour de cette politique-là. À l'Est, on a suspendu les activités. Ceux qui étaient ici, ils étaient obligés de venir maintenant s'installer au Katanga. Ceux qui faisaient les 3T, la castérite, le côté, le framite. Ils sont arrivés. Et il s'avère que la première déclarant avec qui ils étaient en contact, c'était moi. C'est moi qui devais leur faire des cotations. À l'époque, je me rappelle, il y avait la société comme GMC. On avait Clepad avec Patrick Nkoussi. J'espère que vous le connaissez. Et puis, il y avait Coproco avec M. Pierre. D'ailleurs, avec lui, il y a quand même une histoire qui explique même ma présence ici. Parce que de tous ceux qui étaient venus à l'époque, ils avaient connu beaucoup de résistance au Katanga. Parce qu'à l'époque, je préfère le dire parce que ça fait partie de l'histoire. Il faut qu'on le dise pour que les générations futures sachent ce qu'a été. Ils ont connu pratiquement beaucoup de difficultés. Dit au fait, à la tête de la province, nous avions un gouverneur qui était un homme d'affaires. Et que tout ce qui est à faire devait passer par lui. C'était ça pratiquement la philosophie qu'il y avait. Et il les a totalement mis en difficulté pour qu'ils exportent. Première démarche, il les a d'abord obligés de ne plus être comptoir, ils devaient se transformer en entité de traitement. Et c'était un arrêt brusque. Ils avaient déjà des exportations, c'était déjà prêt pour sortir. D'autres avaient 3 camions, d'autres 4 camions. Ils ont dit non, vous devez vous transformer en entité de traitement. Et cette démarche pour être transformée en entité de traitement, ça pouvait leur prendre 1 mois, 2 mois. Et ils devaient attendre les minéraux qui sont déjà chargés sur le conteneur avec tout le paltinté. C'était une démarche de les décourager. Parce que j'étais là à l'époque pendant que cette histoire s'est déroulée. Et puis, ils ont entendu, ils sont arrivés quand même à voir les entités de traitement presque et tous, 1 mois ou 2 mois après. Et finalement, pour exporter, il leur dit non, vous ne pouvez pas exporter. La société doit avoir un impact social. Ça veut dire, là, vous tirez le minerai, vous laissez des trous. Ou bien lorsque vous faites circuler les minéraux, il y a des radioactivités. Donc, vos activités doivent avoir un impact social pour le développement du milieu rural. Là, vous prenez les minéraux. Il leur avait obligé, chacun devait, avant de commencer les activités, il devait d'abord déposer 500 000 $ par comptoir. Alors, ils ont dit, nous voulons bien le faire. Construire des centres hospitaliers, construire des écoles, construire ceci. Mais cela doit être fruit de nos bénéfices. Bien sûr, si tu nous demandes 500 000 $, tu prends tout notre capital. Comment on va en travailler? Débat. Et après, il y a un moment donné, il dit, non, vous devez payer 500 000 $, mais je vous autorise de déposer d'abord chacun 150 000. Ils ont déposé chacun 150 000, a libéré un certain lot à l'exportation. Et puis, ils bloquent encore. Alors, jusqu'au point que les gens ont vite compris que le monsieur ne veut pas qu'on évolue ici. Et certains se sont découragés, ils sont rentrés. Presque tous, GMC, Clepad, Coproco, tous, ils sont presque découragés, ils sont partis. Et si je peux dire ça, Dieu merci, il est arrivé que le gouverneur en question, homme d'affaires, il a eu des conflits avec son chef et tout ça. Il était obligé de démissionner et puis les choses se sont ouvertes. Et le monde d'affaires a été libéralisé, le climat est devenu normal. Et parmi ceux qui étaient partis, certains se sont découragés définitivement. Mais il y a un qui était rentré, c'est celui de Coproco. Donc, lorsqu'il est rentré, comme nous avions eu à travailler avec lui à l'époque, comme nous avions eu à évoluer, il m'avait pris moi, avec ma petite expertise que j'avais, question d'encadrer certaines opérations dans la société. On a commencé à travailler avec lui. Lorsqu'on travaillait avec lui, c'est M. Pierre Gatama, que je salue, parce que lui aussi, son sens d'affaires, son sens d'entrepreneuriat, il m'a beaucoup inspiré. Donc, c'est quelqu'un qui, en fait, qui ne recule pas. Imagine-toi, je parle de tout le monde, se sont repliés, mais lui, il n'a laissé que le temps passer, il est rentré. Et aujourd'hui, il s'est installé, c'est avec force qu'il s'est imposé. Il a repris les activités. Ce sens d'un homme déterminé, d'un homme engagé dans le travail. Et en cela, il est vraiment un modèle pour moi. Et j'ai pas seulement inspiré, il est un modèle que je peux conseiller à la jeunesse congolaise de s'inspirer de ces modèles. C'est vraiment une histoire. Parce que nous, en fait, le mal, chez nous, les Africains, en fait, c'est quoi? Nous tirons les modèles, l'histoire
d'un autre peuple. Même les enfants qui étudient dans nos écoles, on leur parle de Charlemagne, on leur parle de ceci, on leur parle de ceci, comme si en Afrique, il n'y a pas de braves, il n'y a pas de référence. Et c'est un défaut. Je parle de lui, je me dis, si aujourd'hui, ce qui m'a inspiré, s'il pouvait inspirer à toute la jeunesse, ça sera très utile. Voilà. Je parle de lui, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on peut écrire une histoire. Parce que ça, ce que je vous dis, c'est l'histoire du pays. Il vous a inspiré, ouais. Vous, et vous vous inspirez. Exactement. Parce qu'il est encore là. Oui. Donc, ça veut dire ce que je suis de raconter ici, c'est toute une histoire. Nous sommes en 2009 jusqu'à ce jour. De la façon dont ceux qui devaient travailler, ceux qui sont venus de l'Est pour les Katanga, ils ont connu des difficultés. Cela doit être écrit. Et des hommes braves qui sont rentrés malgré ça pour ne pas tuer l'entrepreneuriat congolais. Parce que c'est un Congolais. Et puis, de là, je lui ai demandé, lorsque je travaille avec lui, je lui ai demandé, je me sens maintenant capable de commencer quelque chose dans mon domaine de prédilection, qui était l'agence en douane. L'agence en douane qui est la douane, l'agence en douane, c'était dans la douane. C'est là où nous voulons maintenant arriver. Voilà. Et puis, il m'avait très encouragé. Okay. Il m'avait soutenu d'ailleurs à l'époque. Il m'a dit, je suis avec toi, mais toutes mes activités vont commencer à passer par vous. Année déjà? Et là, nous sommes en 2017. Okay. 2017-2018. Et puis, j'ai quitté, j'ai commencé l'activité d'une manière informelle. Tu vois, dans le domaine des commissionnaires en douane, même si vous n'avez pas encore le cachet, vous avez la possibilité de louer un cachet, tout ça. J'ai évolué dans l'informalité. En fait, le problème aussi de l'agence en douane à ce point, pourquoi on était obligé de louer les cachets, parce qu'à l'époque où même où il y avait le gouverneur homme d'affaires, il a enlevé la caution qu'on est censé payer pour être agence en douane, de 30 000, qui n'était pas, que ça a été payé par tranche. Ça dépend de la façon dont le bénéfice, vous obtenez les bénéfices. Ça s'est payé par tranche. Mais lui a ramené ça à 100 000 et obligeant les agences en douane de payer ces montants en totalité pour être considérés comme agence en douane. Ça veut dire, nous, le petit peuple, nous autres, qui évoluons, qui jadis, on est utilisé par des étrangers parce que l'expertise sur terrain, c'est nous qui avons. L'expertise, ce ne sont pas des grandes multinationales qui ont le Comexas ou le, permettez-moi de les citer. Mais ils utilisent la main d'œuvre, ces Congolais, ceux qui ont l'expertise. Et si vous avez l'occasion vous-même, réellement d'entreprendre dans ce sens-là, on avait déjà mis un obstacle. Quel obstacle? On te dit que 100 000 $. Moi, j'ai 100 000 $. Je vais commencer une activité. Parce que 100 000 $, quelqu'un peut commencer toute une activité. Il peut engager les gens, il peut à la fin du mois. Vous demandez ces 100 000 $, on les dépose comme caution. Ça veut dire qu'il se dépouille de tout. Et au final, il a quoi? Pour commencer à travailler. C'est ce qu'on a demandé. Et d'ailleurs, dans d'autres cieux, j'étais très surpris parce que par la suite, nous sommes aussi représentés en Afrique du Sud. J'étais surpris. Toutes les formalités incluses. On m'avait demandé 500 $. Mais dans mon propre pays, on me demande 100 000 $. Et puis, on veut dire que nous devons soutenir l'entrepreneuriat congolais. Pas avec ces genres de conditions. Pour être une agence en douane. Ça, c'est une entre parenthèses. En fait, nous sommes arrivés à... J'ai commencé dans l'informel, je louais les cachets parce que la difficulté de réunir 100 000 $, ce n'est pas... C'était vraiment énorme. C'était énorme, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Le temps que je puisse avoir, parce que j'avais déjà des clients avec qui j'ai exercé, le temps de réunir la somme, ainsi que j'avais d'autres partenaires. J'ai d'autres partenaires étrangers qui se sont associés à moi lorsqu'ils ont vu le sérieux. Ils ont mis aussi des moyens. Et puis, de là, nous nous sommes souscrits comme une agence en douane et aujourd'hui, nous sommes agréés. Cette agence en douane s'appelle NIPRA. NIPRA, voilà. NIPRA qui veut dire, comme inspiration, je ne savais pas qu'un jour, je vais me retourner au nord qui vous met. NIPRA veut dire Niragongo, Progressive Agence. Vous comprenez, donc c'était quelque chose de prophétique. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là sur le terrain de Niragongo et nous voulons exercer. J'espère que le nom nous portera chance. Tout à fait, je l'espère également. Merci. Bon, en fait, vous avez eu un parcours assez élogieux. C'est toute une motivation, hein, votre vie, en commençant par votre famille et jusqu'à devenir entrepreneur, grand entrepreneur aujourd'hui en RDC. Nous voulons savoir où est-ce que vous avez effectivement tiré ces ressources-là. Parce qu'au départ, vous nous avez dit que vous étiez agent, vous étiez payé 100 $ le mois.
comment êtes-vous arrivé à vous réunir ces ressources nécessaires pour monter une telle société dans l'import-export? Oui, en fait, le problème, les $100, c'est lorsque j'étais agent. Il s'avère que par mon parcours, j'ai eu d'autres partenaires qui m'ont fait vraiment confiance. Bien que dans l'informel jadis, ils m'ont donné leur dossier. J'ai travaillé leur dossier et jusqu'à ce que par la qualité de mon travail, et ça les a mis en confiance. Et ça, ils commençaient à parler, celui-ci parle de moi à un autre, un autre. J'ai pu réunir beaucoup de partenaires. En fait, c'est beaucoup plus le souci de bien m'organiser. Parce qu'une société, ça, une administration, l'administration, c'est une colonne vertébrale. Tu comprends un peu? Et une société, un client ne peut pas te prendre au sérieux. Tu lui fais une facture de $50 000. Tu attends qu'il vienne te remettre, lui part à la banque, il vient te remettre les $50 000 avec tous les risques. Tu fais une facture de $100 000, il vient avec l'espèce. Non. J'étais maintenant obligé de m'organiser, avoir un compte en banque. Et lorsque je fais une facture au client, le client me fait les transferts. Et moi, je peux retirer progressivement, question de faire le suivi des opérations. C'est dans ces soucis-là de mieux m'organiser et de mieux m'adapter aux conditions d'un meilleur travail plutôt et professionnel, qui m'a obligé de me souscrire comme agence en douane. Et c'est le professionnalisme qui m'a conditionné. Et qui vous a expulsé, en fait. Exactement. Voilà. C'est ainsi donc que vous avez créé votre société NIPRA. Oui. Vous nous avez dit là tout à l'heure, je n'ai pas perdu de vue, que vous vous êtes inspiré de ce qui est du Nord Kivu, de l'identité du Nord Kivu. Pourquoi alors que vous avez évolué ailleurs? En fait, je m'imaginais sur une montagne qui peut me permettre de voir tout ce qui se passe en dessous de la montagne et savoir le contrôler. Qui sort par où et qui va par où pour se retrouver où. Mais en état, non, nous sommes dans le monde d'affaires. Le monde d'affaires, c'est un monde qui est caractérisé par un certain degré de vision. Ça veut dire, si vous avez la vision de tout le monde, vous n'allez pas vous retrouver. Vous serez dans tout le monde. Vous devez avoir une vision particulière. Et pour moi, la vision particulière, c'est une vision d'un aigle. C'est lui qui est sur une montagne. Et je suis allé chercher cette vision-là particulière pour faire ma marque au milieu de tout le monde. Lorsqu'on me voit, lorsqu'on voit ma façon de faire, on dit que c'est celui-là. Alors, dans cette réflexion-là, nous sommes tombés sur Nyiragongo, la hauteur, question de dégager la meilleure vision de la société et de nous imposer. Ah, voilà. Et aujourd'hui, vous avez décidé de pouvoir élargir vos horizons jusqu'à atteindre la province du Nord Kivu, c'est ça? Il faut aussi reconnaître cela, la motivation n'est pas venue de moi-même. Là, je suis très sincère. C'est devenu de mon partenaire dont je vous ai parlé, M. Pierre Gatama, que je salue, ainsi que je profite pour le remercier. De la même façon qu'il m'avait mis en confiance. Je suis comme son fils, comme son enfant. Et il est trop fier de voir que j'ai évolué parce que c'est lui qui m'a accompagné, qui m'a propulsé. Il m'a vu comment j'ai évolué au Katanga. Il m'a aidé réellement. Il m'a aidé réellement à oser prendre ses décisions. J'ai évolué avec lui au Katanga. Il m'a dit, au Nord Kivu, il y a d'autres agences. Mais comme on s'est déjà habitué, on a évolué avec, j'ai vu comment tu es né. Comme je commence les activités à Nord Kivu. Parce qu'effectivement, il a une société qui évolue dans les 3T. Ça s'appelle Star Metal. Et il m'a dit, tu ne peux pas venir aussi travailler avec moi. Je ne connais pas les systèmes de Nord Kivu. Je ne connais pas par où commencer ou terminer. Comme d'habitude, comme au Katanga, il m'a fait confiance. Partant aussi de cette ignorance, il m'a fait confiance parce qu'il connaît mon sens d'engagement. Il m'a dit, viens me rejoindre, qu'on travaille ensemble. C'est pour cela que je suis venu par son invitation, mais du moins, je suis indépendant, je suis libre. Ce n'est pas qu'il me conditionne que je ne travaille pas avec lui. D'ailleurs, je suis passé par cette émission pour informer à tous les opérateurs économiques que nous sommes là. NIPRA est là pour vous servir dans les domaines de la douane et des axes. On est là et nous sommes pas seulement ici, nous sommes à Okatanga, nous sommes à Lubumbashi, Kasumbalesa, Ekolozi, et nous sommes soit à Johannesburg.
Donc, En dehors du pays en aussi? dehors du pays, oui, nous sommes là. Et tout ce qui est Là aussi, c'est pour l'import-export, nous sommes aussi l'export. dans le service. Dans les services, ça veut dire dans la sous-traitance. Si vous avez besoin de choses qui peuvent venir de l'Afrique du Sud, nous pouvons vous les fournir. On vient vous amener ici chez vous. C'est que quand on a besoin de ce qui vient d'ailleurs, on peut consulter NIPRA et avoir des réponses. Exactement, dans la sous-traitance, dans ce sens-là. Je suis là pour toutes les sociétés. On est très ouverts. Le temps de mieux m'installer, je pense que je vais contacter toutes ces sociétés-là par des offres de services. Oui, je l'espère aussi. Et je pense que ces sociétés vont vous ouvrir les portes En tout cas, ça serait pour effectivement vous émerger dans cette province, dont tire le nom de NIPRA. Alors, tout à fait, au début, j'avais même du mal à prononcer NIPRA. C'est donc Nyiragongo. Vous avez pris cette identité du Nord Kivu, ce qui est une bonne chose, ce qui va vous permettre d'évoluer à la normale. Mais je voulais également savoir, Messieurs Entier, avec cette société NIPRA, vous pensez vraiment que ça pourrait fonctionner dans ces contextes actuels? Vous savez, le Nord Kivu est une zone à conflit actuellement dans la majeure partie de son ensemble. Vous pensez que ce climat vous sera favorable dans l'exercice de vos activités? Il y a une chose qui m'a beaucoup impressionné en étant ici, c'est l'attitude du peuple qui vit ici à Goma. Un peuple serein, calme, disposé. J'ai sillonné la ville parce que je me réveille pratiquement à 6 heures et je pars dormir presque à 23 heures horaires. Je ne suis passé nulle part où j'ai trouvé qu'il n'y a pas de gens. Les gens vivent 24 heures sur 24, ils sont dans la paix. Je sais que la guerre a ses armes, mais je suis très convaincu que le peuple du Nord, qui précisément de Goma, ils ont développé aussi leurs armes pour faire face à la guerre. Mais les armes qu'ils ont utilisées, ce sont des armes de la paix. Ce sont des armes psychologiques. Ce sont des armes d'attitude que j'apprécie. Je trouve que c'est un peuple grand et fort. Même pas pour des affaires. Je vais préférer de venir vivre ici, de n'avoir que de cette attitude-là. Ça peut m'aider dans d'autres choses. C'est vous qui n'aviez pas peur. J'ai besoin de venir vers vous, d'avoir cette attitude et ne plus avoir peur. Parce que vous avez développé un sens très aigu de la paix. Vous voulez la paix. Parce que je suis venu ici, en fait, nous de loin, nous savons voir que vous êtes en guerre contre les Banyamulenge et que le peuple de Nord Kivu ne vivent pas ensemble. Nous, c'est une guerre de tribus. C'est ça l'image que nous avons. Mais je viens ici, vous êtes un peuple intégré. Il y a 10 mélanges. Vous vivez ensemble, vous êtes en paix, vous souriez, vous vivez ensemble. Même ailleurs, on dit que si vous êtes là à Goma, faites attention pour le poison. Mais je viens dans des restaurants ici, je trouve les gens, ils prennent de bière ensemble. Vous savez voir ici, celui-ci c'est Nande, celui-là c'est Banyamulenge, mais sur une même table. Tu vois un peu, l'extérieur, nous avons des fausses idées. Mais je viens de trouver un peuple fort et puissant. Et aussi un autre élément qu'il faut remarquer, que j'ai remarqué comme différence avec de là où je viens. Lorsque vous êtes au Katanga, lorsque vous voyez des beaux immeubles, vous remarquez des grandes activités. On vous dirait c'est pour un Libanais, c'est pour un Indien, c'est pour des étrangers. Mais ici, on vous dit c'est pour un Ande, c'est pour un Banyamulenge, c'est pour un... Il y a encore qui? Unde, c'est pour un Tembo, c'est pour... Tu as comme l'impression que les activités des Nord Kivu, c'est une affaire de leur fils. La valeur de la ville, ce n'est pas un étranger qui donne cette valeur, c'est eux-mêmes. Et cette attitude-là, et ça, c'est une arme. Je comprends pourquoi vous avez du mal, malgré la présence des rebelles, de vous détacher de ça. Parce que c'est vous. C'est notre identité. Lorsque vous marchez, ça c'est pour le fils de celui-là. Ça c'est pour le père de celui-là. Ça c'est tous autochtones de l'Est. C'est une fierté, votre ville. Et je viens aussi me mélanger dans ça. Et je trouve que je trouverai mon compte parce que les valeurs que j'ai trouvées dans cette ville, ce sont des valeurs que moi je rêve. Donc je trouverai mon compte. Dire qu'il y a des guerres tout autour, le jour où tous les gens de Nord Kivu ou de Goma vont fuir, c'est ce jour-là moi aussi je vais fuir.
je suis avec eux. Voilà. Puisque nous parlons de l'entrepreneuriat congolais, je crois, en vous entendre parler, vous êtes assez positif, vous êtes assez optimiste. Est-ce aussi la nature que doit avoir un entrepreneur? Au-delà de relations, parce que si vous êtes là où vous êtes, c'est aussi quelque part grâce aux relations. En fait, l'entrepreneuriat congolais, c'est le reflet de l'histoire de l'homme noir. Okay. C'est le reflet de l'histoire de la femme. À un moment donné, l'homme noir demandait d'être émancipé. Il a été pris dans des conditions d'un esclave. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, 500 ans plus tard, on l'a libéré. Et l'homme noir a été pris dans les conditions de colonie. À un moment donné, il avait besoin d'avoir une indépendance. La femme, elle a été prise comme un être inférieur, privé de certains domaines, jugé incapable par le vouloir des hommes. Mais à un moment donné, elle avait besoin d'être émancipée. Nous aussi, l'entrepreneuriat congolais souffre de ça. N'est meilleur, n'est bon que les entrepreneurs étrangers. Nous avons ici au Congo des banques de ceci qui sont des banques étrangères. Pour évoluer dans le domaine d'entrepreneuriat, il faut le finance. Pas seulement nos rêves, pas seulement nos visions. Il faut être doté de finances. Et pour avoir des contrats, il faut qu'on voit en toi une certaine capacité par rapport à ça. Mais il s'avère, les banques qui sont étrangers, il ne faut confiance qu'à leurs frères. L'homme noir comme entrepreneur évolue en ça. Nous pouvons avoir l'expertise parce que nous connaissons plutôt les sièges, les démarches de ceci. L'homme, l'étranger ne connaît pas. Et à ce point, l'étranger vient avec les finances. Vous avez l'expertise. Bien que c'est vous qui devez être le patron de l'affaire, on vous prend comme un travailleur. Et l'homme, justement, et l'homme blanc ou l'étranger commence à vous payer. Et l'entrepreneuriat congolais a besoin d'être émancipé. L'entrepreneuriat congolais a besoin qu'on puisse leur accorder l'indépendance. Et c'est là nous devons jouer avec le banque et avec tous les étrangers qui viennent ici. Ils doivent comprendre que l'entrepreneur congolais a une place privilégiée, comme partout ailleurs. Les entrepreneurs dans leur pays respectifs ont leur place privilégiée. Mais l'entrepreneur congolais n'a pas de place privilégiée. Il se bat seul dans sa faiblesse. Et en plus, 64 ans plus tard, notre indépendance, on est toujours jugé des hommes incapables, des hommes qui manquent l'expertise. Et lorsqu'on nous amène les gens qui sont censés avoir l'expertise, ce sont des gens qui n'ont même pas votre niveau intellectuel. Ce sont des gens qui n'ont même pas votre connaissance. On leur dit qu'ils ont l'expertise du fait seulement ils appartiennent à une organisation, à un cela. L'homme entrepreneur congolais souffre de ça. Souffre de ça et c'est notre élite aujourd'hui. Avec l'avènement de l'ARSP et le président de la République, son Excellence, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, en a fait son cheval de bataille. Il a crié et en frappant la main sur la table que l'entrepreneur congolais dans la sous-traitance, il doit être respecté. Regarde ce que les entrepreneurs dans le pétrole, ici à Goma, ont fait. En 2013, j'étais ici. Il n'y avait presque pas de route. Mais aujourd'hui, nous trouvons que Goma, presque toute la ville, s'est métamorphosée les routes. Moi, je me suis dit comment l'État congolais a privilégié seulement Goma pour asphalter presque partout parce qu'ils sont en guerre. Et nous aussi, on peut aller chercher une guerre là chez nous pour que l'État congolais puisse nous voir aussi. On me dira non, ce n'est pas l'État congolais, ce sont les entrepreneurs congolais. Ils ont pris l'engagement, les pétroliers ont pris l'engagement d'asphalter toute la ville de Goma. Regarde, c'est à quoi l'entrepreneur congolais est capable. Dans beaucoup de villes, presque partout, ce sont des hommes d'affaires, des entrepreneurs qui développent le pays. Ce n'est plus l'État. Ce sont eux qui viennent avec des projets, avec des visions et des possibilités, ça développe le pays. C'est comme ça que nous demandons aujourd'hui à l'État congolais de fixer son regard sur les entrepreneurs congolais, qu'on soit effectivement respecté dans nos droits. La question d'expertise, même si nous l'avons, on est d'ailleurs de licenciés en droit. Vous voulez quelle expertise? Nous avons le réflexe de nous adapter à n'importe quelle situation. Quelle est l'expertise que vous voulez? Comment vous pouvez faire confiance au Congo, vous donner beaucoup d'argent à des Chinois, à des Libanais, à des ceci, qui construisent chez eux
et ils laissent des trous chez nous, pendant que nous sommes là. Et lorsque nous allons récupérer cet argent, c'est chez nous qu'on va construire. L'exemple des entrepreneurs de Goma, qui sont un modèle pour nous. Donc, ça peut déjà inspirer l'État congolais à faire confiance aux entrepreneurs congolais. Si lui ne le fait pas, personne ne le fera. Et aujourd'hui, nous souffrons d'une guerre. Nous accusons l'étranger de s'ingérer dans nos affaires. Et si on commençait par mettre de l'ordre de l'entrepreneuriat, valoriser le peuple congolais, valoriser les Congolais, vous ne voyez pas peut-être d'une manière indirecte, on peut mettre fin à cette guerre. Parce que si la force est étrangère, il suffit réellement de limiter la possibilité à l'étranger d'avoir la facilité d'accéder à l'argent dans notre pays. On facilite les Congolais. C'est fini, on va mettre fin à cette guerre d'une manière indirecte. Je ne suis pas politicien. J'ai mené cette réflexion-là pas comme une prise de position politique, voilà, comme une analyse. Bon, parce qu'il revient aussi de la responsabilité du gouvernement congolais de pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs congolais. Exactement. Voilà. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous sommes dans l'émission Les quotidiens de l'entrepreneur. Nous avons reçu pour vous M. Antien Koulou, qui est le CEO de la société NIPRA. Enfin, je l'ai bien prononcé, NIPRA. Et nous parlons de l'entrepreneuriat congolais, bien sûr, mais également des activités de la société NIPRA qui se sont étendues jusque dans la province du Nord Kivu présentement. Nous voudrions, Monsieur Antien Koulou, que vous puissiez nous dire comment est-ce possible pour un entrepreneur qui, au départ, je parle de votre cas, a une formation dans un domaine autre que celui dans lequel il se retrouve aujourd'hui. Comme vous êtes juriste de formation, mais vous vous retrouvez dans l'entrepreneuriat, dans l'import-export, dans le secteur minier. Comment est-ce possible pour un entrepreneur de s'en sortir dans ces cas-là? Tout part aussi du concept d'école. Vous comprenez? Nous, avec les colons, ils nous ont appris que l'école, ce sont les 4 murs. Vous allez là-bas, on vous instruit. Ce qu'on vous dit là-bas, c'est ce qui va vous aider dans la vie, à vous installer, à avoir une position envers ceci. C'est comme ça qu'on militait sur ce qu'ils ont appelé école. On militait d'avoir 10 sur 10, 9 sur 10. Et lorsque tu as 98%, tu t'es supposé toi-même que je serai gouverneur, je serai ministre, je serai cela, je serai cela. Tu comprends? Et c'est de cette façon. Mais du moins, la vie elle-même, elle a sa façon de concevoir l'école. Ma première école, c'est ma famille. Mon premier professeur, c'est ma mère. C'est lui, je n'ai pas besoin de savoir comment écrire A pour que je sois meilleur. Et dans notre école, on part de tout, de l'éducation, de l'initiation, de tout ce qui va avec. C'est une école. Et j'ai eu à récolter des valeurs qui m'ont permis à m'adapter à n'importe quelle situation dans ma société aussi. Il y a aussi le sens de courage. Je ne l'ai pas eu seulement à l'école. Voilà, l'école... Dans la vie aussi. Oui, dans la vie. L'école nous donne des définitions. C'est comme, par exemple, je vous dis, je vous pose la question, c'est quoi une table? Ou bien c'est quoi une chaise? Ne me dis pas parce que tu ne sais pas définir une chaise que tu ne sauras pas t'asseoir sur une chaise. Vous comprenez? Quelqu'un peut ne pas connaître, d'ailleurs, moi, lorsque je pose cette question-là, je me suis dit, je ne connais pas la définition. Ne me dis pas que le fait de ne pas connaître la définition de la chaise, je ne saurais pas m'asseoir sur une chaise. Et dans l'entrepreneuriat, c'est de savoir s'asseoir. Ce n'est pas connaître dans la tête. Tu vois? Alors, savoir s'asseoir, ça a aussi son école. Ce ne sont pas les 4 murs. Moi, je n'ai pas su m'asseoir sur une chaise le jour où j'ai su définir la chaise. J'ai su m'asseoir sur une chaise le jour où ma mère m'a dit c'est comme ça qu'on se met sur la chaise, sans pour autant me donner la définition. Vous comprenez les deux écoles, une école pratique et une école. Alors je vous dis, ma vie d'un entrepreneur, c'est ma mère qui est à la base comme source. J'ai vu comment elle a fait, j'ai vu comment elle s'adaptait, j'ai vu le courage, j'ai vu la détermination. Et de là, vous en êtes inspiré aussi. Vous comprenez? Et c'est une école pour moi. Donc même lorsque j'étais sur le banc de l'école de l'université, je ne me voyais pas être un avocat ou un magistrat. Je me disais, ce qui a fait de moi que j'arrive jusqu'ici à l'université, c'est le courage de ma mère. Pourquoi pas être ce qu'est ma mère aujourd'hui? Et c'est ce que je suis aujourd'hui. J'ai fait ce que ma mère a fait, la vie dans les affaires.
c'est une question d'initiation et ma relation avec ma mère m'a initié à être celui que je suis aujourd'hui. Voilà, petit à petit, nous sommes en train d'étendre vers la fin de cette émission. Mais avant, je voudrais que Messieurs Antien Koulou puisse brièvement nous dire, puisque la société Nipra, qui est dans l'import-export, est maintenant au Nord Kivu, et pour pouvoir vous avoir, comment faut-il procéder? En fait, nous avons déjà une représentation ici. Nous sommes dans les quartiers Les Volcans, commune Goma, avenue Mervelis, numéro 052. C'est provisoirement, nous sommes là. Il y a une Nous sommes référence Croix-Rouge Banque du Sang. Exactement. Ou du moins, vous pouvez nous appeler au numéro 081 999 37 52. Si vous m'appelez, je vais vous indiquer, nous avons déjà des contacts là-bas. Je suis très convaincu qu'à l'émission, vous pouvez mettre les numéros de contact exactement pour permettre aux autres d'entrer en contact avec nous. Au-delà d'être un déclarant en douane, je suis aussi un consultant parce que je connais les techniques, je connais la loi congolaise par rapport aux imports-exports. Et ceux qui aimeraient vraiment avoir des informations sur comment évoluer, tout ceci, comment évoluer dans un domaine, dans ces domaines des douanes. Je suis là pour des conseils, pour des directives, question d'éviter des contentieux, des pénalités par rapport au service de l'État. J'ai cette expertise-là parce que j'ai assez traîné dans le domaine. Donc, c'est pratiquement là. Dans le secteur minier aussi? C'est mon domaine de prédilection. Je suis là. Donc, avec NIPRA, c'est aussi possible de pouvoir aborder des questions du secteur minier. Oui. D'ailleurs, à Lubumbashi, la plupart de mes sociétés, nous faisons les exportations les exportations de minerais. Donc, c'est mon domaine de prédilection. Donc, ceux qui ont besoin de conseils, de directives, comment obtenir les documents, et comment avoir toutes les autorisations pour fonctionner dans les mines. En tout cas, je suis là pour vous donner des directives. Qu'est-ce que l'État congolais vous demande? Quels documents vous devez obtenir dans n'importe quel domaine des mines? Je suis là, je peux vous donner des directives. Et si vous aviez besoin des informations par rapport au Katanga, au Grand Katanga, ça veut dire je prends au Katanga, Lualaba, Lomami et Tanganyika. Si vous avez besoin des informations par rapport à ces 4 provinces, je suis là pour vous aider. Si vous avez besoin d'être accompagné là, je suis là, vous m'appelez et puis je vais vous accompagner. J'ai quand même assez d'accès là-bas et puis un peu d'expertise pour mieux vous amener à une bonne fin. Voilà, c'est un acquis pour la province en tout cas dans ces domaines. Et donc, chers entrepreneurs congolais qui vivent au Nord Kivu, Nipra, qui est une société qui œuvre dans l'import-export, mais aussi dans le secteur minier, comme l'a dit M. Antien Koulou, est là pour pouvoir vous accompagner et vous aider dans ces domaines. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Nous allons clore cette émission avec un message assez important et particulier pour tous les entrepreneurs de la province du Nord Kivu, dans laquelle vous œuvrez maintenant. Je tiens d'abord à les féliciter par rapport à leur implication dans la société, dans une zone très difficile. J'ai vu votre œuvre, c'est inspirant et vous êtes à féliciter. Et je trouve que nous autres, qui évoluons dans des communes, dans des provinces où il n'y a pas de guerre, nous n'avons pas d'esquisse. Nous sommes appelés à faire mieux que vous. Mais du moins, nous partons de votre modèle. Félicitations. Et puis, vous êtes la fierté du pays. Si je circule partout ici, dans la ville de Goma, la ville de Goma porte l'identité des autochtones. Je n'ai pas vu d'immeubles où on identifie des étrangers. On identifie que les autochtones d'ici. Et c'est là sa félicité. Votre travail d'entrepreneuriat a permis à votre société d'être développée. Et j'ai eu une très bonne leçon que j'aimerais un jour d'aller répéter ça dans ma province d'origine qui est le Katanga. En tout cas, félicitations. C'est que je vous demande tout simplement de m'accueillir. Et je sais que déjà accueilli. Vous êtes un peuple accueillant, que je suis là. Vous On êtes va là évoluer déjà. ensemble. Et j'ai eu déjà à constater certains soucis, surtout dans les démarches de l'exportation de minerais. J'ai constaté beaucoup d'anomalies et j'espère qu'il peut y avoir des protocoles d'accord là avec d'autres provinces. Mais du point de vue du manuel de traçabilité, il y a certains soucis. Je suis très convaincu que je vais essayer aussi d'amener aussi, d'apporter aussi mon expertise, ma petite pierre, qui sont de faire évoluer
La province du Nord Kivu, Voilà. la ville de Goma que j'aime bien. Merci aussi. Nous vous remercions également d'avoir accepté notre invitation à participer à cette émission Le quotidien de l'entrepreneur. Nous espérons que ce n'est pas les tout derniers numéros avec vous. Nous aurons également besoin de votre expérience pour pouvoir aider les entrepreneurs congolais, les jeunes entrepreneurs congolais de la province du Nord Kivu à pouvoir évoluer. Voilà, chers auditeurs et téléspectateurs de l'émission Le quotidien de l'entrepreneur, ce que nous avons réservé aujourd'hui pour ces nouveaux numéros de cette émission avec Monsieur Antien Koulou Kalumba, qui est le CEO de la société NIPRA, qui est maintenant opérationnelle en province du Nord Kivu, qui nous a partagé son expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, et bien l'entrepreneuriat congolais, mais aussi qui nous a partagé des activités que mène sa société NIPRA. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci une fois de plus à notre invité de marque, M. Antien Koulou, le CEO de NIPRA. Et nous vous fixons rendez-vous pour un prochain numéro dans l'émission Le quotidien de l'entrepreneur.